Bonsoir Bruxelles et bienvenue dans le magazine qui veut capter l'actualité. Nous sommes à suivre en direct en télévision, radio, DAB+, sur le web bien sûr, sur la page YouTube de BX1. Et puis on n'oublie pas les réseaux sociaux. Le mois dernier, les publications de BX1 sur Insta ont totalisé 4 millions de vues. Merci à tous pour ça. Les amendes vont désormais commencer à tomber pour la zone de basse émission. Les voitures diesel Euro 5 et essence Euro 2 sont désormais passibles d'une amende de 350 € si elles circulent en région bruxelloise. Une mesure qui doit aider à réduire nos émissions de dioxyde de carbone, mais aussi à améliorer la qualité de l'air en général. On recevra Pierre Dornier, des chercheurs d'air, dans un instant. La Belgique est-elle en train de glisser doucement mais sûrement vers un État confédéral? Outre la suppression du Sénat, Bart De Wever prépare aussi une réforme du comité de concertation. Les conférences interministérielles ont du plomb dans l'aile également. On vous expliquera tout ça dans notre page débat. Et puis vous connaissez sûrement les publicités Nespresso avec Georges Clooney, celles pour Oasis avec Carlos, les pâtes Lustucru avec Germaine et les extraterrestres. L'homme derrière toutes ces campagnes de pub s'appelle Claude Douce. Il raconte ses 50 années de carrière au plus haut niveau de la pub dans un ouvrage qui vient de paraître et il sera notre invité en fin d'émission. Bonsoir Pierre Dornier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de l'ASBL, les chercheurs d'air. Retirer les véhicules polluants de la circulation, ça doit permettre d'améliorer de manière significative la qualité de l'air qu'on respire à Bruxelles ? Oui, c'est le cas. On sait que la zone de basse émission, c'est un outil extrêmement efficace pour améliorer la qualité de l'air. On voit que depuis 2018, année de son lancement, les émissions en NOx, en oxyde d'azote, ont chuté de 55%. L'air s'est donc grandement amélioré. Je me permets de dire aussi que ça aide à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. On sort ça, c'est le premier but, théoriquement. La zone de basse émission, c'est surtout pour le climat. Mais ça aide aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça aide aussi à lutter contre les canicules, comme celle qui nous a durement touchés il n'y a pas très longtemps. 25% des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles, en région bruxelloise, proviennent du transport routier. Oui. Diesel Euro 5, essence Euro 2. Ce sont donc les deux normes de véhicules qui sont verbalisées depuis ce matin. On va quand même rappeler qu'elles étaient théoriquement interdites depuis le début de l'année, que le Parlement bruxellois avait repoussé l'entrée en vigueur de cette mesure, que la justice a donné tort aux parlementaires, que le gouvernement régional a ensuite un petit peu traîné pour appliquer la décision de justice. Pour vous, c'est finalement normal et c'est une sorte de soulagement qu'on applique cette réglementation ? Oui, n'importe quel système, si vous voulez qu'il soit respecté, il faut qu'il y ait des sanctions, sinon c'est pas respecté. Donc la zone de basse émission, ça fonctionne pareil, il faut qu'il y ait un système de sanctions, donc d'amende, pour qu'elle puisse porter ses fruits au mieux. 350 €, c'est le juste prix ça... Non, alors si ce sont des amendes comme c'était le cas avant, oui. Si on doit payer 350 € pour 12 mois, donc c'est histoire de c'est ce qui est prévu, ouais. Exactement. Pour nous, non, c'est pas assez. 350 € pour beaucoup de Bruxellois. C'est pas assez dissuasif pour vous? Non, bien sûr que non. Non, pour beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois, 350 € par an, ça ne va pas motiver grand monde à changer de véhicule. Ça veut dire que si le gouvernement confirme, et ça sera probablement le cas, qu'on passe à un pass annuel de 350 €, vous pourriez protester, introduire de recours? On protestera, ça c'est sûr. Introduire un recours, on verra. Il faut qu'on en discute avec les juristes, mais c'est sûr qu'on ne sera pas content avec cette décision. Oui, parce qu'il y a quand même cette discussion-là qui est sur la table du gouvernement bruxellois. Ce tarif de 350 €, il est temporaire. On pourrait avoir des amendes de 80 € dans le futur, et même des exemptions qui pourraient bénéficier aux Bruxellois les moins favorisés, soit ceux qui ont le statut BIM, les bénéficiaires de l'intervention majorée, soit un groupe un petit peu plus restreint. Vous êtes d'accord avec ces correctifs sociaux ou pas? Tout à fait. Alors nous, on demande à ce que les statuts BIM soient exemptés de la zone de basse émission depuis déjà longtemps. Ça nous paraît tout à fait juste socialement, et c'est même quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais donc il ne faut pas non plus que tout le monde soit exempté. Ouais. Si on commence à exempter tous les Belges qui ont un statut défavorisé, ça ne va pas aller. Ouais, tous les bénéficiaires du statut BIM, ça pourrait être 30% des ménages. Ça vous semble excessif? Si c'est les BIM bruxellois, c'est en effet 30% des ménages, mais dans ces 30%, tout le monde n'a pas une voiture. C'est 30% des 30%, on se perd un petit peu, qui ont une voiture. Donc pour nous, c'est tout à fait OK. Ça, c'est OK. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça représente combien de pourcentage du parc automobile, ces diesel Euro 5 et essence Euro 2? On a une idée? Un calcul précis ou pas?
Aujourd'hui, 3% des véhicules, de tous les véhicules qui sont en circulation en région bruxelloise, ne satisfont pas à ces nouvelles normes. Ne correspondent pas au nouveau jalon de la zone de basse émission. Ça veut dire qu'il y a 97% des automobilistes ou propriétaires d'automobiles qui nous écoutent ce soir qui peuvent être tranquilles. Tout à fait. Il y en a 3% pour lesquels il y a une difficulté. Ce qui se passe aujourd'hui, donc, c'est l'application d'un jalon de la zone de basse émission. C'est pas le dernier, il y en a d'autres. L'objectif, c'est l'interdiction du diesel pour toutes les voitures individuelles en 2030 et de tous les moteurs thermiques en 2035. Oui. 56% des Bruxellois souhaitent qu'on respecte cette échéance de 2035. C'est ce qu'affirme un sondage d'Educated Research que vous avez publié ce matin. Oui. 56%, c'est une majorité. C'est pas une énorme majorité non plus. Ça veut dire qu'il y a... Vous avez encore du monde à convaincre, Pierre Dornier ? Alors, ce n'est pas une énorme majorité, mais c'est une majorité. Et je pense que ça donne un message clair à toutes celles et tous ceux qui disent la zone de basse émission, c'est une mesure impopulaire. Non, on voit qu'il y a une majorité de la population qui soutient cette mesure pour pouvoir mieux respirer, pour avoir moins de problèmes de santé liés à la pollution de l'air. Ouais, elle est majoritaire dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les catégories sociales, où plus on est jeune, plus on est favorable à cette interdiction des véhicules thermiques. Alors, il y a une seule exception, donc elle est majoritaire chez les hommes, chez les femmes, chez les personnes qui ont une voiture, chez les personnes qui n'ont pas de voiture. La seule exception, c'est les personnes qui ont plus de 55 ans. C'est 47%, si je me souviens bien, soutiennent la zone de basse émission. Donc on est un tout petit peu moins que la majorité. Mais on reste quand même assez proche de la majorité. Voilà, et c'est la seule section. Plus on est jeune, plus on est favorable à cette législation. Oui, c'est logique, puisque les jeunes ont beaucoup moins de voitures que les personnes plus âgées. Ouais, toujours d'après cette enquête, 64% des personnes interrogées se disent préoccupées par l'impact de la pollution de l'air sur la santé des Bruxellois. On peut estimer le nombre de décès qu'on doit à la pollution automobile? Alors, il n'y a pas de chiffre réel là-dessus? Il n'y a pas de chiffre précis. Les derniers chiffres sont donnés par Irseline, qui mentionne plusieurs centaines de morts prématurées chaque année à cause de la pollution de l'air émise par le trafic routier en région bruxelloise. Donc, je n'ai pas plus précis que plusieurs centaines, mais c'est déjà, je pense, assez problématique. Les plus gros polluants, c'est quoi à Bruxelles? C'est le dioxyde d'azote, c'est le dioxyde de soufre, ce sont les particules fines, c'est le monoxyde de carbone, c'est un peu tout ça? Non, c'est pas tout ça. Donc c'est le dioxyde d'azote, c'est les particules fines en effet, et on parle aussi souvent quand il fait chaud de l'ozone. Ouais, qui est une transformation liée à la chaleur. Que répondez-vous à ceux qui disent vous ciblez beaucoup les automobilistes, alors soit les chercheurs d'air, soit peut-être les réglementations du gouvernement et du Parlement régional, mais il y a aussi le chauffage, l'industrie, l'incinérateur de Drogenbos, les polluants qui viennent d'ailleurs, et finalement, ce sont les automobilistes qui trinquent pour tout le monde. Vous répondez quoi à cet argument? Mais c'est pas vrai. Il faut également travailler sur les autres sources de pollution. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur le chauffage, sur l'industrie, qu'on doit pas travailler sur le transport. Et le transport, ça reste la première source de pollution de l'air en région bruxelloise. Donc ça doit être la priorité. Ouais, donc suite de la LES, il y aura un débat ou il n'y aura pas de débat sur l'application de l'interdiction totale des moteurs thermiques en 2035? Vous préféreriez qu'il n'y en ait pas? Ah non, ben on va voir ce qui est prévu dans l'ordonnance qui doit passer en première lecture bientôt, qui va être analysée par le Conseil d'État. On va voir ce que les différents ministres, comment est-ce qu'ils gèrent tout ça. Et on verra la suite. Et si ça ne vous convient pas, vous resterez attentif et mobilisé. Sûr. Voilà, nous on veut vraiment qu'on sorte du thermique en 2035 et avant ça du diesel en 2030. Merci Pierre Dornier, merci d'avoir été notre invité, donc directeur de l'association Les Chercheurs d'Air. On va parler politique et de l'articulation entre nos différents niveaux de pouvoir. Sommes-nous tout doucement en train de glisser d'un système fédéral vers un système confédéral? On va évoquer une réforme du comité de concertation que Bart De Wever a mis sur la table et qui devrait être votée à la Chambre demain. On va aussi parler de la difficulté de mener des politiques réellement coordonnées, notamment en matière de climat. Et on va prendre cet exemple justement avec une conférence interministérielle sur le climat qui avait lieu aujourd'hui à l'invitation de Jean-Luc Cruc. On écoute le ministre fédéral du climat lorsqu'il annonçait cette réunion d'aujourd'hui. C'était sur notre plateau il y a plus d'une semaine. Je ne cherche pas la bagarre avec qui que ce soit, mais je veux juste qu'on soit conscient des réalités et qu'on sache que c'est la collaboration entre les différentes entités. Les pouvoirs sont ce qu'ils sont, les compétences sont là où elles sont. Et donc il y a beaucoup de compétences effectivement dans les régions. Mais si on ne coordonne pas ça, vous le voyez, la vague de chaleur, elle ne s'arrête pas à la région bruxelloise, elle ne s'arrête pas à la région flamande, ni à la région wallonne. Si vous ne coordonnez pas l'ensemble, vous ne prenez pas les bonnes mesures dans l'intérêt général. Ouais.
la Flandre a déjà répondu à votre courrier, ils viendront le 1er juillet, vous savez ou pas? Écoutez, c'est tous les cabinets qui sont invités, on verra s'ils viennent. Je n'ai pas une réponse négative pour l'instant, c'est peut-être un bon signe. Voilà, c'est peut-être un bon signe. La conférence interministérielle a eu lieu, mais il n'y avait pas de ministre dans cette réunion. Il n'y avait que des représentants des différents cabinets invités. On va débattre de cette thématique d'une confédéralisation rampante avec Anne-Emmanuelle Bourgault. Bonsoir, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'UMONS et à l'Université libre de Bruxelles. Et puis Baptiste Buiduin, vous êtes, coordinateur du laboratoire Protagoras à l'IEX, laboratoire qui étudie, je vais faire simple, la communication politique. Et puis Maria Bemba est également avec nous. Je commence avec cette conférence interministérielle qui se réunissait cet après-midi. 100 ministres autour de la table pour parler du climat après une période relativement chaude, on va dire ça comme ça. Une conférence interministérielle sans ministre, ça reste quand même une conférence interministérielle, Anne-Emmanuelle Bourgault. Elle a le droit de porter ce titre-là. Une sous-interministérielle, on dirait. Oui, en tout cas, visiblement, ça sentait pas le bonheur et c'est peut-être un peu dommage vu la canicule qu'on vient de subir. Et ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que ce comité de concertation et ces conférences interministérielles, c'est vraiment très très peu régulé, très peu réglementé. On est un peu dans l'informel avec ce type de réunion. On est dans du droit mou parce qu'il y a peu de réglementation. Certainement, le comité de concertation, j'ai déjà pu dire et écrire que c'était l'organe le plus opaque de tout le système institutionnel belge. Et alors, les conférences interministérielles, même chose. Donc ça veut dire que c'est des instruments de droit mou qui ne fonctionnent que quand il y a un petit peu de volonté politique pour les faire fonctionner. Et regardez, quand il n'y a pas la volonté politique, en fait, ça ne produit... Et l'idée, c'est donc de coordonner les actions des différents niveaux de pouvoir, et notamment quand on a régionalisé un certain nombre de compétences comme le climat, par exemple, c'est dans ces conférences qu'on peut tenter de se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à se mettre d'accord. Alors ça dépend. Vous avez des instruments dans la loi spéciale de réforme institutionnelle, et d'ailleurs je vous félicite de faire un débat là-dessus, parce que nous, les constitutionnalistes, on trouve que c'est des outils très importants et on en parle peu. Donc dans le droit public belge, vous avez une série d'instruments qui permettent, soit qui autorisent, soit qui oblige à se parler, plus ou moins coercitif. On peut parler d'accords de coopération où vraiment les entités sont obligées de se mettre d'accord, ou des mécanismes de concertation, elles sont obligées de se parler. Donc on a une foule d'instruments de ce qu'on appelle le fédéralisme coopératif. Après, encore une fois, ça n'empêche évidemment pas qu'on se parle, par exemple, le lendemain d'une canicule, mais pour ça, il faut la volonté politique. Il faut une volonté politique. Alors Baptiste Buiduin, justement, visiblement, cette volonté politique, elle a fait défaut. C'est pas la première fois qu'on essaye d'accorder les visions fédérales, flamandes, wallonnes, bruxelloises sur cette question du climat. Très souvent, ces dernières années, la Belgique s'est d'ailleurs abstenue lors des sommets européens parce qu'on n'arrivait pas à arrêter une position commune. Comment on l'explique? Les francophones sont demandeurs d'une coopération, les flamands le sont beaucoup moins. On l'est quand ça nous arrange, on ne l'est pas quand ça nous arrange pas. C'est quoi le récit politique derrière? Mais je crois qu'en fait, il y a plusieurs récits politiques qui surtout s'affrontent. C'est-à-dire qu'il y a des positions sur ce que doit être le fédéralisme et du coup l'agir en fédéralisme en fait qui diffèrent en fonction des partis politiques. Et donc en fonction du sujet et des priorités politiques des entités fédérées, on va être plus ou moins volontaire pour s'asseoir ensemble, discuter et essayer de faire avancer les dossiers dans un sens ou un autre. Et donc effectivement, le climat, dans le passé aussi, il y avait par exemple des majorités avec ou sans des écologistes et donc potentiellement aussi des entités fédérées ou l'État fédéral lui-même qui voulaient avancer sur certains dossiers plutôt que d'autres. Et donc à partir de ce moment-là, si vous confrontez à la fois des visions politiques différentes parce que chaque entité dispose de son gouvernement et en plus de ça des visions partisanes différentes sur ce que doit être la coopération dans le modèle fédéral, surtout quand c'est un peu flou sur l'intensité de cette coopération, et alors vous avez ces situations où chacun peut interpréter les règles ou en tout cas l'application des règles un peu à sa manière. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une trame de fond avec la NVA dans la majorité au fédéral et en Flandre qui est de dire le fédéral doit s'occuper le moins possible de ce qui se passe au niveau de la région flamande? Mais évidemment, parce que la NVA ne renonce pas à son projet confédéraliste du tout, et donc à partir de ce moment-là, elle va
il va y avoir une prime aux entités fédérées, puisque la région flamande, la communauté flamande sont une entité fédérée, et donc il va y avoir cette prime à, quelque part, l'autonomie régionale ou communautaire, et donc forcément que la NVA ne va pas se battre pour aller parler dans un comité de concertation ou dans une réunion interministérielle. Ouais, si on peut l'éviter, c'est aussi bien. Si on peut l'éviter, on l'évite, et Bart De Wever est très clair là-dessus. Même s'il est Premier ministre, il a répété encore dans une interview en mars que pour lui, le confédéralisme reste la seule solution pour la Belgique. Alors, je vous propose qu'on entre dans un débat qui est peut-être un tout petit peu technique, mais on a essayé de préparer avec Ludovic, notre infographiste, une explication visuelle pour que vous essayiez de comprendre. On va vous parler d'une réforme du comité de concertation, qui est l'instance qui permet de réunir les différents gouvernements de ce pays lorsqu'il y a un point ou un litige à trancher. Aujourd'hui, le comité de concertation est composé de 6 membres du gouvernement fédéral, le Premier ministre et 5 ministres de ce gouvernement. Et puis on a 6 membres des entités fédérées, 1 pour la Wallonie, 1 pour la Fédération et Bruxelles, 2 pour Bruxelles, 1 francophone, 1 néerlandophone et 2 pour la Flandre. La proposition de Bart De Wever, à partir de demain, c'est de garder la délégation du fédéral, mais de passer à 2 membres pour la Wallonie, toujours 2 membres pour la Fédération et Bruxelles. On garde les 2 bruxellois, 1 francophone, 1 néerlandophone, et on ajoute 2 membres du côté du gouvernement flamand, donc on aurait 4 flamands. Ça veut dire qu'on passe de 6-6 à 6-10. Ça change tout ou ça change rien, Emmanuelle Bourgault, Ouais, ce graphique? Mais ça change tout à fait tout. Enfin, écoutez, la bonne nouvelle, je trouve, c'est que les masques tombent, en fait, quand on y réfléchit. Parce que, donc, je rappelle quand même que le grand lieu de dialogue entre les entités fédérées, c'est encore pour le moment le Sénat, qu'on est en train de casser le Sénat, et que derrière, à mon avis, ce plan qui est vraiment très cher à Bart De Wever, il y a un objectif confédéral. Et ici, on le voit bien, parce que si vous cassez le Sénat, dont je rappelle que la réforme avait été depuis 1993 et après encore en 2012, motivée par le fait d'avoir un lieu d'entente, de dialogue, de concertation entre les entités, mais du niveau parlementaire, pas comme dans ce comité de concertation, il n'y a que les ministres. Et donc, si on casse ce Sénat et qu'on supprime, il faut encore savoir par quoi on le remplace. Bart De Wever continue à ne pas répondre à cette question. On ne peut pas le suspecter de ne pas être prévoyant. Donc c'est certainement qu'il a une idée derrière la tête. Et là, on voit quelle est cette idée, c'est-à-dire remplacer un organe interparlementaire par un organe composé exclusivement d'exécutifs, mais où en plus, il y a une majorité de représentants des entités fédérées. Ouais, c'est-à-dire qu'on passe de 6 pour le fédéral et 6 pour les entités fédérées à 6. 10. Exactement. Donc ça veut dire que les entités fédérées, sont majoritaires, à l'avenir, auront plus de poids que le fédéral. Exactement. Et donc le plan, au-delà de la difficulté de définir le confédéralisme, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le plan appelé confédéral de la NVA, l'idée est de vider le fédéral de sa substance au profit des entités fédérées. C'est exactement ce qui est en train de se passer au sein du comité de concertation. Maria Bemba. Et justement, avec l'arrivée de cette réforme, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que justement ce comité de concertation est devenu un espace où on peut vraiment prendre de vraies décisions politiques et c'est plus nécessairement un lieu où on prend des négociations, des discussions? Est-ce qu'il y a des vraies décisions qui se jouent au sein du comité? Mais alors, si vous voulez, vraiment, ce qui est incroyable avec ce comité de concertation, c'est qu'on le connaît sans le connaître. Parce qu'on l'a tous connu. On l'a beaucoup entendu pendant le Covid. Voilà. Exactement. Le Codeco, c'est ça, c'est lui. Et donc, pendant le Covid, et donc en moment de crise, qui n'est quand même pas neutre, parce que j'aimerais beaucoup dire qu'on n'est pas guetté par les crises, mais franchement, on a plutôt l'impression qu'on va devoir encore affronter des crises. Mais donc, pendant les moments de crise, qui a fait littéralement la loi dans ce pays? C'est ce Codeco, organe opaque dans sa composition, dans ses missions, dans son fonctionnement. Vous savez, par exemple, même l'ordre du jour, même savoir quand il se réunit, c'était impossible à savoir. Et donc, c'est lourd de sens, évidemment, qu'on mise ou que le plan, manifestement, soit de remplacer le Sénat par cet organe, encore une fois, opaque dans sa composition, dans sa mission, dans son fonctionnement, parce que ça veut dire qu'on donne le champ aux entités fédérées d'une part et aux exécutifs, parce que les parlementaires, vous comprenez bien, visiblement, ils n'ont plus... Baptiste Budin, la référence au Covid, à la période de la Covid-19, elle est intéressante. Donc ce comité de concertation, c'était Sophie Wilmès qui présidait à l'époque, prenait un certain nombre de décisions. Par exemple, d'ouvrir ou de fermer les restaurants, les théâtres, les magasins. On était à 6-6. Et on sait qu'il y a eu un certain nombre de débats avec la communauté flamande dans cette période-là. Si demain on n'est plus à 6-6 mais à 6-10, on peut imaginer que des décisions qui ont été prises par le Codeco pendant le Covid, on ne pourrait plus les prendre aujourd'hui, on les prendrait différemment.
Moi, je pense que oui, ça peut avoir un impact énorme parce que la répartition politique est totalement différente. Et à partir de ce moment-là, l'État fédéral qui, quand même, menait un peu la danse de ces Codeco pendant la période de Covid, ben ici, ce serait... Alors, Bart de Wever serait toujours quelque part le président de ce Codeco, mais derrière, si on doit penser à la majorité, ben, ils n'ont plus du tout la force politique pour imposer des décisions communes. C'est les entités fédérées qui doivent en fait négocier entre elles des solutions et peuvent totalement minoriser le fédéral là-dedans. Ouais. Mais pour qu'on comprenne bien, l'arrivée de cette réforme, ça va simplifier les choses ou ça va rendre encore plus compliqué cette lasagne institutionnelle? En fait, on ne comprend pas si c'est une bonne chose ou pas finalement. Mais si vous voulez, c'est pas la lasagne ou le moussaka, c'est un peu le four, si je puis dire. Donc le Codeco naît en fait d'une certaine manière, ça joue un peu comme une représentation du fédéralisme belge. Donc ça ne va pas changer de tout au tout. Enfin, ça dépend ce qu'on en fera encore une fois, parce que comme vous n'avez pas un corpus, que ça soit constitutionnel pour la Constitution, le Codeco n'existe même pas, ce qui est quand même lourd de sens. Vous avez une loi, certes, mais encore une fois, qui définit à minima ce qui s'y passe, comment les choses s'y passent. Donc c'est impossible de dire si ça va changer tout, et certainement ça ne va pas simplifier, ni à mon avis compliquer. Ce qu'il y a, c'est que ça risque, encore une fois, de renforcer deux tendances, et c'est évidemment que ce n'est pas un hasard, voulu par le Premier ministre Bart de Wever, qui se conduit alors plus comme l'ancien président de la NVA que comme Premier ministre de tous les Belges, de renforcer d'une part le pouvoir ministériel et d'autre part le pouvoir des entités fédérées. Et je voudrais rajouter que pour la loi, ça c'est une des rares choses qu'elle dit, le comité de concertation est censé décider au consensus. Donc consensus, vous voyez, c'est de trouvaille à la belge, où c'est pas que tout le monde est pour, mais c'est que personne n'est contre. Sauf qu'en Covid, ça, on a bien vu que ce consensus, le nombre de fois où il y avait une décision du Codeco, et encore une fois dans l'opacité absolue, pas d'ordre du jour, pas d'extrait des décisions, pas publicité, il y avait des ministres qui tout de suite se désolidarisaient de la décision. Le consensus, que si vous voulez mon avis, mais admettons, c'est ce qui est invoqué évidemment, c'est de toute façon c'est au consensus, donc c'est pas grave qu'il y ait plusieurs entités fédérées. Sauf que non seulement c'est pas une garantie, et que par ailleurs, parmi les ministres fédéraux, excusez-moi, je ne suis pas sûre qu'ils vont tous défendre l'intérêt fédéral. Hein. La preuve, c'est que c'est le Premier ministre lui-même qui propose cette réforme. Ouais, Baptiste Bulin, sur le comité de concertation, sur les conférences interministérielles aussi, les comités de concertation du temps de Guy Verhofstadt, d'Alexander De Croo, ça se réunissait de manière très régulière et on discutait un certain nombre de choses. Du temps de Sophie Wilmès avec le Covid, ça a connu son ère de gloire. Aujourd'hui, c'est un outil qui est quasi plus utilisé ou ça se réunit encore de temps en temps? Apparemment, j'avais cru comprendre que ça se réunissait moins. Mais encore une fois, le problème du Codeco, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas. C'est que, en fait, moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui est super important. Et d'ailleurs, la communication politique, c'est aussi ça. C'est que normalement, il y a une forme d'information aussi, de transparence. Et toutes ces règles, en fait, ont pour but que le citoyen soit informé sur ce qui se passe et qu'il puisse suivre les débats. Au Sénat, les citoyens pouvaient suivre les débats et donc pouvaient suivre les confrontations qu'il y avait éventuellement entre les entités fédérées. Ici, on arrive dans une forme d'organisation institutionnelle qui ne permet pas en fait ça. Et donc, la question que vous me posez, elle est symptomatique de ce nouvel état de fait, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. On est malheureusement suspendu aux lèvres des ministres et du Premier ministre pour savoir s'il y a eu quelque chose, si une réunion est arrivée, et quelles peuvent être les décisions et la manière dont elles ont été prises. Ouais. Bart de Wever, il est donc en train de faire des réformes communautaires sans le crier sur les toits. Est-ce qu'il est toujours dans son récit de « je suis devenu Premier ministre par devoir, je fais juste fonctionner l'État belge dans l'intérêt de la Flandre » ou est-ce qu'il est en train, petite touche par petite touche, de remplir un autre agenda? Mais il a jamais... Ou est-ce qu'il pourra le verbaliser, le dire un jour? Mais il l'a dit. Il a fait une interview en mars dernier où il dit que la solution pour lui, ça reste le confédéralisme. Et il a dit très clairement, par rapport à la réforme des allocations de chômage, que pour lui, c'était une réforme communautaire. Et donc, en fait, je pense qu'à chaque fois que Bart de Wever va avoir l'occasion de renforcer quelque part sa vision communautaire institutionnelle de la Belgique, il va le faire. Et quelque part, il a tous les droits pour le faire, puisqu'il est Premier ministre. Et il pourra le mettre dans son bilan en fin de législature et dire réélisez-moi à ce poste, redonnez-moi les clés du 16 rue de la Loi, puisque j'ai fait avancer la cause de la Flandre. C'est son enjeu principal, et sachant qu'il doit aussi arriver en fin de législature, normalement, avec une liste d'articles de la Constitution à réviser, ce qui est quand même super important aussi pour la suite. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va jouer une partie de son mandat.
il doit garder son électorat parce que sinon, à sa droite, il y a le Vlaams de Lange qui va dire « Monsieur De Wever, vous êtes arrivé à la tête de la Belgique et vous n'avez rien fait pour l'indépendance de la Flandre. » Alors je vous pose la question inverse maintenant, Baptiste Budin. Quel est l'intérêt des partis francophones au sein de la majorité Arizona de laisser Bart De Wever avancer sur ce terrain-là? C'est parce qu'on a un deuxième représentant du gouvernement wallon que cette réforme est acceptable? Ou un deuxième représentant pour la Fédération Wallonie-Bruxelles? Moi, je pense que ce sont des accords qui sont pris dans le cadre d'un accord de gouvernement avec des négociations où les uns doivent laisser quelque part des victoires aux autres. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que du côté francophone, il y a des positionnements très clairs. Jean-Luc Cruc, quand il essaye d'organiser sa réunion interministérielle, lui, il essaye d'être dans ce fédéralisme de réforme qui est marqué dans l'accord de gouvernement. Le fédéralisme de coopération, comme on le disait autrefois. Mais dans l'accord de gouvernement, il marquait fédéralisme de réforme, ce qui est encore, à mon avis, un nouveau terme et intéressant du point de vue de la communication. Mais on a vu aussi Georges-Louis Boucher sortir récemment avec son idée de super fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on voit que les partis francophones, quelque part, oppose quand même un autre récit, une autre vision pour la Belgique et l'organisation institutionnelle de la Belgique, justement, à mon avis, pour avancer avec un agenda. Et je crois que c'est des choses qui peuvent devenir, à l'approche des élections, des frictions. Au moment où on va discuter de ces sujets institutionnels, parce que moi je crois qu'à la prochaine élection, et avant on en parlera, eh bien ça peut devenir des matières à tension dans la coalition. Alors tout à l'heure, on parlait de la gestion du Covid. Baptiste Budin, vous avez parlé des citoyens. Cette réforme, elle va changer quoi concrètement pour les citoyens? Est-ce qu'ils vont remarquer même qu'il y a quelque chose qui... Mais les citoyens ne pourront plus, ne sauront pas ce qui se passe dans ce comité de concertation. Je pense que vous l'avez... C'est ça l'enjeu, Anne-Emmanuelle Bourgault? Certainement, il y a un enjeu avec la disparition du Sénat. On en a déjà parlé ici. Un enjeu de citoyenneté, démocratie très clair. Parce que, encore une fois, cet organe, franchement, un souverain d'ancien régime n'aurait même pas osé rêver une telle opacité. Et donc, dès le moment où on déplace le lieu de coordination, de dialogue entre entités dans l'organe le plus opaque du système institutionnel belge, composé exclusivement des ministres et pas n'importe quel ministre, les super ministres, c'est ce que j'appelle la surexécutivisation, même si c'est un peu jargonnant, mais évidemment que ça a un impact sur les citoyens parce que en chemin se perd l'idée à la fois d'un contrôle de l'opinion publique, de la transparence, comme Baptiste l'a dit, la grande différence c'est que c'est un principe constitutionnel. Je vais le dire avec des mots que tout le monde va comprendre, Emmanuelle Bourgault, si vous permettez d'être votre traducteur. On affaiblit la démocratie. Absolument, on affaiblit la démocratie, bien sûr, mais vous comprenez, vous savez, vos spectateurs, là, ils comprennent surexécutivisation. Surexécutivisation, ça veut dire qu'on donne de plus en plus de compétences et de pouvoirs aux ministres et en plus aux super ministres, parce que en chemin, encore une fois, se perd la transparence, la publicité, à l'époque on appelait ça la publicité des débats, mais aussi, je tiens à le souligner, c'est les ministres et donc les majorités. L'opposition, en fait, elle est où l'opposition? Il n'y a pas que les citoyens qui sont largués, hein, c'est aussi l'opposition et donc une qualité de représentation démocratique dans ce pays. Merci beaucoup, Anne-Emmanuelle Bourgault, professeure de droit constitutionnel, Baptiste Budin, du laboratoire Protagoras de l'IEX. Merci. C'est un débat difficile, qu'on ne fait pas souvent en télévision. Peut-être qu'on le refera lorsque on approchera des élections, mais vous pourrez vous dire « Ah, j'ai déjà entendu parler de ça quelque part » et c'était sur BX. On va recevoir un homme qui avait été baptisé l'ogre de la pub par la presse française. Il a passé 50 ans à la tête de grandes agences de publicité en France. Alors, il est un peu plus discret et un peu moins politique que Jacques Séguéla, mais c'est du même niveau. Et on doit à ses équipes quelques spots de pub qui, à mon avis, vont rallumer quelques souvenirs dans quelques mémoires. Rich, very rich. I would say Latin American temperament. Deep and sensual. Yeah, and a delicious aftertaste. You're talking about Nespresso, right? Yeah. What else? Nespresso. What else? Mais qu'est-ce que moi, dodo, dis donc? Oasis, c'est bon, c'est bon. Oasis, tout le monde en boit. Oasis, tout le monde aime ça. Merci, monsieur le directeur. Banco, 5 francs, sa banque illico.
Voilà, on reçoit Claude Douce. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc cet ouvrage, Mes 50 années de pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis. Et on reçoit également sur ce plateau Chloé Rose. On parlera d'une boulangerie dans quelques minutes. Claude Douce, vous avez été un dirigeant de Havas. Vous avez fondé l'agence Bélier. Vous avez terminé dans l'agence McCann Erickson. Vous avez lancé ou relancé des dizaines de marques au niveau français, mais aussi au niveau international parfois. La pub, autrefois, c'était celui qui faisait la loi sur le marché, le marketing, le succès d'un produit et d'une marque. Tout passait par vous? Enfin, tout passait pas par nous, mais si vous voulez, la publicité était importante. Elle avait un pouvoir qu'elle a perdu. Et c'est vrai que quand on arrivait avec les médias, l'utilisation des médias était capitale. Et dans les innovations, vous retrouvez toujours une participation des médias. Donc, le pouvoir, c'est quelque chose d'important. C'était un pouvoir important, plus important qu'aujourd'hui? Oui, oui, nettement. Nettement. On avait vraiment... Moi, je faisais partie de cercles avec les médias, avec Le Point, avec le Nouvel Obs, avec Europe numéro 1. On était intégrés dans les rédactions, régulièrement avec des rendez-vous. Donc, avec des ministres, avec des grands industriels. Ouais. Donc, c'était un vrai pouvoir. Ouais. Alors, vous avez signé avec vos équipes, parce qu'il y avait des créatifs, évidemment, autour de vous. Quelques slogans dont on se rappelle encore. L'Oréal, parce que je le vaux bien, c'était vous? Oui. Ouais. La pub du loto en France, la loterie en France, 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'était vous. Un petit peu plus vieux, pour ma génération, Félix Potin, on y revient, c'était encore vous. Et puis, des campagnes mythiques. Je ne sais pas si ça parle aux jeunes filles qui sont avec nous à table, mais Germaine et les petits hommes verts pour les pâtes plus cru, ça vous dit rien? Bon, voilà. Tout ça, c'est Claude Douce. Le plus gros morceau, évidemment, c'est Georges Clooney, Nespresso, What Else. Ouais. Vous n'avez pas fait que de la pub, en fait. C'est ce que vous expliquez quand même dans le livre. Donc là, vous avez carrément créé une société pour aider Nestlé à lancer Nespresso. Allez, vous étiez conseiller en marketing, vous avez trouvé l'idée d'aller sur le haut de gamme, d'organiser un petit peu la rareté du produit. C'est plus que de la pub, en fait. Ah oui. En fait, j'étais un entrepreneur. J'ai fabriqué des sociétés, une quarantaine de sociétés. Avec Ardisson, j'ai fabriqué Business, des hot shops. J'étais le premier à faire de la diversification. Donc, si vous voulez, quand on regarde un mapping qui a 4 cadrans, je voulais être dans les hot shops, la création, dans la communication sociale, dans l'international. Donc, j'occupais tous les créneaux. C'est-à-dire, quand il y avait un brief d'un annonceur, je trouvais une réponse en profil de l'annonceur. Ouais, vous étiez multicarte et ça vous permettait d'avoir une réponse. J'ai fait ça avec le Bélier, donc ça c'était la grande innovation. L'agence Bélier. J'ai recommencé avec McCann. Ouais, avec McCann Erickson. Si j'ai bien lu votre ouvrage, vous avez d'abord choisi Georges Clooney et puis vous lui avez proposé 3 slogans. Exact. Oui. Donc il y a eu le slogan What Else. Alors, est-ce que je peux connaître les 2 autres? Pour dire les... Non. 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 C'est secret. Non, c'est pas ça. Mais j'ai oublié. Parce que j'ai multiplié, c'est des centaines de slogans que j'ai proposés. Donc, je retiens qu'est-ce qui gagne. Ouais. C'est tout. Ouais. What Else, comment ça arrive? Alors, What Else, il faut être honnête, c'est Clooney qui l'a choisi. Donc, on a proposé des slogans et c'est lui. Donc, il avait une façon de travailler et on s'est adapté à ça. Mais si vous voulez, le cas d'Espresso, c'est un cas unique où, en fait, sur des produits grand public, on arrive à intégrer le luxe. Donc, c'est ça, le secret pour Nespresso. Par exemple, vous trouviez des capsules, c'était rare. C'était d'ailleurs une communication à risque. Au départ, j'ai refusé de faire de la pub au départ. Donc, et j'ai monté une agence spécifique avec des designers, des banques de données. Aucune agence n'a ça. Et le président à l'époque de la filiale de Nestlé m'avait appelé en disant « Je ne vous mets pas en compétition si vous me fabriquez une agence ». Alors ça m'a valu des ennuis parce que les Américains m'ont dit... McCann Erickson n'était pas d'accord et puis vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Vous avez quand même multiplié le chiffre d'affaires de Nestlé de manière assez exponentielle. On a fait la France, on a explosé. Donc il m'a donné la France et alors j'ai eu l'Europe et puis j'ai eu le monde entier. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé avec les stars. Donc on a Georges Clooney pour Nespresso, on a eu Carlos
star très française, mais quand même pour Oasis, avec L'Oréal, il y a des mannequins, etc. Il faut ça dans la pub, en tout cas, il fallait ça aujourd'hui, hier. Si vous voulez, il faut faire attention avec les vedettes, parce que si la vedette vous cannibalise le produit, c'est un coup manqué. Donc, il ne faut pas faire de la pub pour la vedette, mais c'est pour le produit. Il faut que le produit soit entraîné par la vedette. Carlos, c'est le profil exact. Vous le voyez bien aux Caraïbes, vous le voyez bien aux pêcheurs, vous le voyez bien danser, chanter, donc ça colle. Ouais. Gainsbourg, pour Martini, on a fait 7 chansons, ça collait. Pour lancer On the Rock, ça collait. Ouais. Vous l'avez aussi utilisé pour les rasoirs Bic, hein, Gainsbourg. Oui, rasoirs Bic. Ah oui, parce qu'on s'est tellement bien entendu qu'après, comme toujours, j'essaye dans les pubs de faire de l'humour, la sympathie et de l'humour. Maria Bemba. Alors Claude Douce, ce livre, finalement, c'est une sorte de recueil de souvenirs, ou c'était plutôt un besoin de faire le point sur votre métier qui a beaucoup évolué ces dernières années? Ce que j'ai voulu, c'est, si vous voulez, quand j'ai commencé comme coursier, comme sténodactylo, et puis j'ai évolué petit à petit, il m'a fallu quand même plus de 10 ans pour héberger, et puis j'ai fini par aller à Harvard, pour apprendre le management, donc à des stages. Et là, le professeur Scott, qui nous avait animés, avait dit l'expérience. C'est l'expérience. Là. Donc, ce que j'ai pour le livre, pour répondre à votre question, c'est que j'ai voulu qu'il y ait une expérience pour une expérience, parce que les publicitaires, ils ont une expérience transversale. Vous prenez un grand capitaine d'industrie, si c'est l'électroménager, il connaît tout l'électroménager. Mais personne ne connaît le transversal. Moi, je peux vous parler de l'alimentation, je peux vous parler de l'électroménager, je peux vous parler du luxe, des cosmétiques. C'est des communications sociales, tout, des privatisations, voilà. Donc, ça permet d'avoir une expérience, et ce que j'ai voulu pour les jeunes, leur donner de l'espoir. Et moi, je commence toutes mes conférences, si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Et d'autres peuvent le faire aussi. C'est ça. Et deuxièmement, ma clé de succès, c'est chaque marche, moi, je la dois à quelqu'un. Donc, ce que c'est un hommage aussi aux personnes avec qui vous avez travaillé. C'est motiver. Et alors, il y a Boissonnac, qui était le patron de l'expansion, qui disait, pour le succès, numéro 1, la motivation des gens. Alors, quand vous motivez les gens, regardez les sportifs aux Jeux Olympiques, ils arrivent à faire l'impossible. C'est-à-dire, c'est psychologiquement même. Donc, quand vous motivez bien les gens, nous, on gagnait systématiquement le New Business. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé l'ogre de la pub, à un moment donné, parce que, avec les Américains qui m'avaient dit. Bon, Claude, ça va pas, on est numéro 1 dans tous les pays du monde, sauf la France et le Japon, on n'y arrive pas depuis 30 ans. Alors, c'est le mot qu'ils avaient utilisé, que j'aime pas, nettoyer, ça veut dire virer les gens. Et alors, je les ai emmenés dans mon manoir, je leur ai présenté l'histoire des Templiers, quel est le fou qui va prendre la présidence, qui nous parle de l'histoire. Et là, je leur ai dit, écoutez, personne ne sera viré, vous allez m'écouter et on va gagner. Et le résultat, première compétition, Esso, on gagne. Voilà. Deuxième compétition. Donc Esso, c'était les oiseaux et les animaux qui poussaient des petits cris, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Juste un tout petit mot, parce que vous avez fait plein de choses dans votre carrière, Claude Douce. Vous avez participé à des lancements de journaux, un VSD qui est un petit peu le petit frère de Paris Match en France, le Nouvel Économiste, et alors SAS, ces romans. Vous êtes associé au lancement de ces romans et vous avez mis de la pub dans des livres. Oui. Ça pourrait se faire encore aujourd'hui, ça? Ah oui. Donc à la fin du roman SAS, du roman policier, on avait des pages de pub. À chaque fois que j'ai pris un cas de client, il y a de l'innovation. Donc pour les industriels, j'ai fait de l'innovation. Pour mon agent, j'ai fait des innovations. Alors pour SAS, vous savez que c'était le président de la 2, Marcel Julien. De France 2, donc Antenne 2 à l'époque. C'est lui qui a décidé. Alors moi, mes clients, c'était des amis. Parce que si vous voulez, on ne me connaît pas, mais on connaît mes campagnes. Ouais. On ne me connaît pas parce que je suis un sauvage. Ça va, on a réussi à vous apprivoiser, je pense, ce soir. On s'apprivoiser les animaux, je suis dans la nature, voilà. Il y a plein d'anecdotes, c'est passionnant. Et il y a surtout des campagnes de pub, des slogans qui vont vous replonger peut-être 10, 20, 30 ans en arrière. Ouais. Il y a beaucoup de slogans qui ont tenu une dizaine d'années. Wattel, il va tenir combien de temps? Wattel, ça fait déjà 20 ans que ça existe, ça peut durer encore 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'années que je n'ai pas fait. J'ai refusé de faire la pub. Ouais.
Mais donc ça peut durer encore longtemps. Ça va durer. S'ils respectent les codes, s'ils respectent, s'ils gardent la qualité du produit, il n'y a aucune raison. Merci beaucoup, Claude Douce. C'est paru aux éditions du Rocher. Chloé Rose, on va venir à un niveau plus modeste. On n'est pas chez Nestlé, mais on va chez un boulanger. Vous nous emmenez rue du Page. C'est la boulangerie Zimi qui est lancée par un certain Nicolas Coulepis. Quelle est C'est une boulangerie qui a ouvert rue du Page il y a à peu près 3 mois maintenant, qui se trouve juste en face de la pâtisserie déjà bien connue de Nicolas Coulepis, qu'il a ouvert avec sa femme Pauline. Et en fait, ce local, à la base, était ouvert pour un lieu qui s'appelait la Pitasserie, qui en fait était dédié au spanakopita grec, que vous connaissez peut-être, donc de la pâte philo avec des épinards, de la feta. Et finalement, il a été assez vite vidé, parce qu'ils ont fini par vendre les spanakopita dans la pâtisserie. Et donc, ils avaient ce local qui était vide, sans trop savoir quoi en faire. Et parallèlement, Nico a commencé à s'intéresser un peu à la boulangerie, en se disant que le pain, c'était finalement un produit un peu fascinant, qui nécessitait très peu d'ingrédients, alors que pour ses pâtisseries, lui, il en faut à peu près une vingtaine. Et donc, tout ça s'est un petit peu mis en place. Il a commencé à se former, à s'informer. Et il a fini par tomber sur Manu, qui était le boulanger de chez Broad et qui lui avait justement besoin d'un projet. Et donc un peu sur un malentendu, ils se sont associés donc avec sa femme Pauline et Manu pour ouvrir Zimi, qui a ouvert il y a 3 mois. Voilà, et donc on rappelle quand même que Nicolas Coulepis, il est originaire de Rhodes, mais il fait de la pâtisserie influence grecque, influence française. Voilà, c'est un très bon pâtissier. Pourquoi est-ce que le pain, ça l'intéresse ? Alors en fait, il s'est dit, donc c'est un produit qui a énormément de perspectives. Enfin, finalement, il n'y a pas énormément de boulangeries aujourd'hui à Bruxelles qui font du très bon pain au levain. Ouais. C'est de plus en plus de retour, c'est de plus en plus à la mode. Et finalement, il faut surtout beaucoup de savoir-faire, vu qu'il faut uniquement du levain, du sel, de la farine et de l'eau. Ouais. Et donc en tombant sur Manu, qui était justement ce boulanger... Mais on pourrait se dire, allez, pâtissier de très haut niveau, qui, j'imagine, pèse ses pâtisseries au gramme près. Faire du pain, c'est pas trop facile? Alors c'est pas lui qui fait le pain, c'est Manu qui fait le pain. Mais lui, je crois qu'il a surtout vu une opportunité aussi business, soyons clairs, parce que dans la rue du Page, il n'y a pas beaucoup de boulangeries. Ça manquait aussi de sandwichs, donc il y a une très chouette offre de sandwichs. Et tout ce qu'ils font, donc c'est 100% au levain, avec des farines 100% bio. Et tous leurs produits sont soit belges, italiens ou grecs. Et donc le midi, on peut trouver par exemple du pain au levain avec des produits grecs dedans, des focaccia, des baguettes, et tout ça dans un seul et même endroit. C'est très chouette. C'est quoi les prix qu'on pratique? Alors le pain au levain, donc ils font des énormes miches, déjà parce qu'ils trouvent ça très beau, mais aussi pour une question de facilité. Et là, on est à 9 € le kilo. Et alors, pour les sandwichs, la baguette est à 2,50 €, beaucoup plus abordable. Et alors, pour les sandwichs, on commence à 4,50 € jusqu'à peu près 8 € en fonction du pain et des garnitures. Voilà, et une dernière question. On voit la devanture derrière vous. Zimi, ça veut dire quoi? Alors Zimi, ça vient de zimoto, donc du mot levain en grec. Et il y a aussi de ce petit côté... enzyme qu'on retrouve dans le mot. Alors ils n'ont pas voulu l'appeler Zimoto parce que ça avait un peu une connotation japonaise comme ça à l'oral, et donc ils sont plutôt partis sur Zimi. Donc c'est le diminutif de Zimoto. Bon, voilà. Comme ça, on sait tout. Claude Douce, vous aimez le... Oui, alors, vous savez, mon premier acte, c'est le lancement d'une boulangerie à Austin. J'ai inventé une boulangerie avec la farine française. Ça a fait un tabac, et en mettant tout le matériel archaïque du boulanger, ça a été un tabac, si bien qu'on a fait une Austin. Après, on a multiplié le nombre de... Voilà. Ça a été mon premier projet. Le pain produit authentique. Voilà. Oui, et ben voilà. Merci beaucoup. Et merci à Chloé Rose de Bruxelles Kitchen. On a tous les détails sur tous les restaurants et tous les bars qu'on peut fréquenter à Bruxelles sur le site de Bruxelles Kitchen. Et on retrouvera Chloé à la rentrée fin août ou début septembre pour reprendre des chroniques dans Bonsoir Bruxelles. Et je vous promets, la prochaine fois, on ne verra pas le générique trop tôt. Merci beaucoup. On termine avec une image d'entraînement des Diables Rouges qui a été tournée ce matin à Seattle aux États-Unis. Dernier entraînement avant d'affronter le Sénégal en 16e de finale. Le groupe est désormais au complet. Zeno de Bast et Leandro Transat ont participé à la séance. On ne sait pas encore qui sera titulaire sur le terrain ce soir. C'était Bonsoir Bruxelles. On se retrouve demain à 8h15 avec le député bruxellois du MR Olivier Willox. Et puis on sera également demain soir dans Bonsoir Bruxelles avec Maria Bemba. D'ici là, l'information est en continu sur le site et sur l'app de BX1. Bonne soirée à tous. Bonsoir Bruxelles et à demain.